Salut tout le monde. Hello guys. C'est Amé et David de Otaku Manga Lounge, on espère que vous allez bien. Et on est là pour vous présenter toutes les sorties manga de la semaine au Québec. Alors, je me branche sur vos commentaires, ça sera pas bien long. Attends, qu'il y ait un peu de monde aussi. Oui, c'est ça. Oh, allô Alice, c'était la première. Allô Mick. Bienvenue. On a quelques petits soucis d'internet, juste vous dire aujourd'hui, fait qu'on espère que tout va bien se passer. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes techniques. Notre internet est un petit peu lent, fait que n'hésitez pas à nous dire si ça marche pas. Bien, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va pouvoir commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de tes lectures cette semaine, David? Des belles lectures, honnêtement. Des choses que je m'attendais pas vraiment, des choses qui sont arrivées, que j'avais aucune idée qui étaient censées arriver. Puis j'étais agréablement. C'est comme Noël, à chaque fois tu ouais, on voit que j'étais comme oh my god, c'est sorti. Et pourtant je suis dedans. Mais non, plein de choses qui sont très très cool. On a reçu du Taniguchi, on a reçu du Asano, du Hiroyuki Take encore une fois, quelques shoujo, puis un livre pour apprendre le dessin et le japonais pour le coup. Fait que ouais, pas mal de trucs d'auteurs connus, de suites, etc. Fait qu'il y a un beau programme. Ouais. On commence par quoi? Alors, est-ce qu'on va commencer? C'est celui que j'ai lu en dernier en fait. Donc qui sont Les années 12 de Jiro Taniguchi. Donc qui fait partie de la réédition de pas mal de toutes les œuvres qu'ils ont prévu de faire suite à la mort de l'auteur il y a quoi, 2 ans? C'était en 2018 et puis effectivement Casterman, qui est l'auteur officiel de Taniguchi, avait décidé de refaire toutes ses œuvres. Qui vont tous plus ou moins le refaire dans ce format-là, c'est un format un peu plus gros, un peu plus condensé, avec en général les tomes qui sont en disparates dans petit nombre de volumes, en 2, 3, voire plus en fait, vont les recommencer soit en 1 ou 2 volumes. Ça se prend toujours sur le format BD, qui est très très cool. Effectivement, puis édité dans le sens occidental, vraiment, oui, vraiment BD. Qui fait vraiment le mix entre les deux, le Taniguchi qui est vraiment très... Qui mixe beaucoup en fait le côté manga puis le côté BD en fait, ne serait-ce que pour le format déjà. Et au niveau de la lecture, ensuite, on va montrer quelques images. C'est du Taniguchi tout craché. C'est hyper cute, hyper adorable, vraiment beau. On voit suivre l'histoire de 2 héros dont qui ont 30 ans de différence en fait. Le truc c'est qu'ils vont se rencontrer en fait un peu par hasard dans un café, et il s'avère en fait que la demoiselle est une ancienne élève du monsieur qui est son professeur. Fait qu'ils se rencontrent totalement par hasard dans un bar autour d'une coupe de saké. Puis tu vas voir que petit à petit en fait leur solitude personnelle va disparaître, puis ils vont commencer de plus en plus à se fréquenter. Puis tu vas voir qu'il va y avoir un rapprochement, une certaine complicité, voire une certaine affection qui va arriver. Puis l'image qu'ils avaient l'un de l'autre en se quittant la dernière fois va totalement changer. Puis de plus en plus ils vont se sentir de plus en plus proches. C'est un petit goût de nostalgie que même en début de lecture tu connais pas les personnages finalement. Si tu les regardes, puis c'est dans ma cute, c'est dans ma quoi. Bah son professeur qu'elle appelle Sensei en fait, maître. Au début elle se rappelle pas que c'est son prof. Fait que pour elle c'est Sensei. Fait que c'est très très beau, beaucoup de nostalgie, beaucoup de tranches de vie vraiment. Effectivement, les très nostalgique comme titre, fait que c'est dans le titre. Puis même quand on voit j'aime beaucoup l'image avec les sakuras en fleurs et les fleurs qui tombent comme ça sur les personnages, ça fait effectivement très, très nostalgique. Fait que je trouve ça très cool. Ce qui est cool chez Taniguchi, comme disait David, ce mélange entre plusieurs univers. C'est un mangaka, c'est un japonais, mais il est très influencé par la BD franco-belge, autant dans son approche de ses scénarios que dans le trait de dessin. Vous avez vu les dessins que je vous ai montrés tantôt, ça n'a rien à voir avec la plupart des autres mangas, mais qu'il a un style très très particulier qui fait qu'il est vraiment complètement adulé en Occident, même plus qu'au Japon. Et malgré tout, il reste profondément ancré dans la société japonaise. Et c'est ça que je trouve cool, parce que vous pouvez commencer, si vous n'avez jamais lu de manga et en tant qu'adulte vous voulez commencer, et bien à ce moment-là c'est une bonne porte d'entrée, parce que vous pouvez découvrir plein d'éléments de la culture japonaise et en même temps ne pas être trop dépaysé par la façon de raconter l'histoire. Donc, et puis on apprend toujours plein de trucs sur le Japon. C'est quelqu'un qui donne plein d'informations, fait que ça me donne très envie de lire Les années 12.
Oui. Cool. Puis c'est une thématique qui est vraiment très importante, qui est ancrée en fait dans la culture japonaise, puisque on va y avoir cette espèce de choc culturel en fait entre le vieux monsieur qui est un peu plus vieux, qui a vécu sa jeunesse, on peut dire, toutes ces années douces, puis ces belles années en fait il y a longtemps, et la demoiselle qui elle est en plein dedans, mais en pleine solitude, elle est toute seule, elle vit dans un 10 mètres carrés, fait que c'est vraiment assez misérable en soi. Puis c'est un sujet qui revient souvent, le côté un peu vieux puis moderne en fait. Okay. Du fait qu'on a deux visions différentes. Cette vision. Ouais. T'as le côté nostalgique du vieux monsieur en fait qui va ressortir sa vieille bobine de lampe et tout ça, puis qui va avoir toute une histoire autour de ça. Et la demoiselle qui va complètement être ébahir par tout ça, puis porter un point de vue différent, qui est très très cool. Intéressant, ouais, le fossé des générations à la japonaise. Exactement. Très cool. Alors c'était les années douces de Jiro Taniguchi, un grand monsieur. Alors je vois que vous êtes toujours assez silencieux pendant les lives de nouveautés. Je pense que c'est parce que vous connaissez pas les œuvres, vous savez pas trop quoi commenter, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions ou à nous dire vos impressions sur les mangas qu'on présente. Ça va nous faire plaisir. Justement, Eve nous partage que les dessins sont magnifiques. Et oui, effectivement, c'est un auteur qu'on aime beaucoup pour ça. Tu nous demandes si on peut nous rejoindre par courriel. Oui, tout à fait, tu vas sur notre site internet otakumangalange.com, puis tu vas trouver soit un formulaire, soit notre adresse courriel. Mais sinon, si tu as de quoi noter l'heure rapidement, c'est info@otakulange.com. En fait, je vais même pouvoir te l'écrire, comme ça va être plus simple. Continuons, quel est le prochain livre, Dan? Alors, on peut y aller sur un tout autre style en fait, avec on va aller dans du shoujo. Oui. Je te laisse en parler du coup. Ouais, bien sûr, sans problème. Alors, c'est un one shot et avec une petite pastille. Donc, c'est la collection Akata qui chaque hiver nous sort un one shot. Donc là, c'est le one shot de l'hiver. C'est fantastique quand on reçoit ça le 23 juin. Donc, avec tout le retard que les sorties ont pris, on les reçoit toujours au printemps, les one shots de l'hiver, mais là, on les reçoit en été. Alors, c'est un petit one shot qui va vraiment se centrer purement sur les sentiments. Et j'ai beaucoup aimé le cover, je le trouve vraiment très beau, avec cette espèce de raccourci ici. Ce qu'on appelle un raccourci en BD, c'est quand on voit une perspective comme ça, avec un bras qui est forcément, ou un pied qui est dessiné de façon raccourcie. Et je le trouve super bien fait. Puis on s'attend à quelque chose d'assez mature, puis finalement, c'est plus cute que mature. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive au cégep, puis qui a toujours été assez masculine, assez tomboy. Elle n'arrive pas à être féminine, elle voudrait être féminine, et en même temps, elle trouve ça très très futile. Et elle pense qu'à cause de ça, les gars ne la regarderont pas. Et elle va un petit peu sympathiser avec un gars qui est comme l'égérie, le garçon magnifique type, quoi, vraiment super beau et super populaire, etc. Et elle va se dire j'ai aucune chance avec lui, puis finalement sous couvert de comme sa gentillesse et son côté très mignon, elle va pouvoir lier des liens avec lui au fur et à mesure du temps. Donc c'est pas une histoire qui est très développée parce que c'est un petit one shot, mais honnêtement c'est tout cute, vraiment. T'en as pensé quoi? J'ai bien aimé, honnêtement, la lecture. Je pensais vraiment qu'elle est un truc vraiment, encore une fois, tout basique, tout classique dans le shoujo. Mais les personnages sont tellement bien construits, puis tellement différents de ce qu'on trouve habituellement dans le shoujo. C'est comme le garçon est vraiment trop gentil, il a vraiment le cœur sur la main, puis il est pas prétentieux pour un sou. C'est vraiment un gars adorable en fait. Oui, et elle aussi, c'est comme si tout le monde était gentil dans ce manga. C'est un peu le monde des bisounours. Puis, je suis content que l'héroïne en fait soit pas non plus la plus belle fille du lycée qui a des problèmes machin. Ouais. C'est juste comme une personne normale qui a ses problèmes d'identité et puis du fait de s'accepter soi-même. Ouais. Puis qui dans le fond s'est auto-refusé l'amour de son apparence, puis du fait qu'elle a reçu le fait pas du bullying, mais tu sais, genre des remarques d'autres enfants plus jeunes, comme quoi elle s'est montée une image d'elle-même en fait qui est pas très glorieux pour elle, puis finalement elle est très cute, c'est une belle personne, encore une fois, elle a des valeurs où il faut, puis finalement tu vas avoir toute la complicité de deux héros au fur et à mesure de comment ils vont
faire pour sortir ensemble. Tout à fait. J'aime ça, c'est très feel good parce que tout le monde est gentil, l'univers est beau, à chaque les dessins sont très très beaux, vous l'avez vu, c'est très doux aussi dans le style de dessin et ben, ça fait juste mettre du baume au cœur de se dire qu'il y a aussi des trucs cool qui arrivent dans la vie et pas juste des meurtres, puis des trucs qui vont pas, puis des gens qui ont envie de se suicider. Ouais, non, Donc, très très cool. très nice. Donc c'était You My Baby, petit one-shot de Akata. Nicolas nous dit c'est vrai que j'ai plus le réflexe d'écouter vu que c'est tout nouveau. Et oui, on se doute bien, mais c'est pour ça, n'hésitez pas à nous partager vos réflexions et questions. Et puis Eve nous dit où les garçons gentils. C'est vrai qu'on a beaucoup cette vague de shoujo humoristique avec les bad boys où le prof qui profite un peu de l'élève ou quoi que ce soit. Donc ça fait du bien. On remarque que c'est potentiellement aussi un fantasme japonais finalement, ouais, côté un peu, c'est un peu mauvais garçon qui ressort, oui. Ça change un peu de ce qu'on lit habituellement. Exact, exact. Très original, puis comme tu disais, des personnages très bien construits. Clairement. On attaque du lourd avec, avec l'anthologie de Inyo Asano, donc avec une couverture qui est magnifique, toute simple, toute basique, mais hyper belle. Je l'ai pas encore fini, pour être honnête avec vous. Comme j'ai dévoré les 4 premières histoires, donc c'est un recueil d'histoires, évidemment d'anthologie faite de l'auteur pour l'auteur, où c'est plein de petites histoires courtes. Puis si j'ai bien compris, c'est des histoires qui sont pour la plupart écrites depuis longtemps, mais certaines plus récentes aussi. Ouais, c'est plus un recueil comme c'est best-of de lui-même par lui-même. Exactement. Puis on attaque c'est vraiment de tout par rapport à la différence au niveau scolaire, avec c'est assez bizarre, on entre de la science-fiction avec, je vais vous montrer. En fait, ce sont des petites histoires. Pour faire ça simple, ce sont des histoires courtes. Et donc, effectivement, comme David est en train de vous montrer, par exemple, c'est très varié. Il y a plein de sujets qui sont abordés, puis plein de styles différents. On peut clairement placer en fait de la petite histoire cool à l'école, puis du fait sur la différence des autres, le fait d'accepter les gens pour ne pas pour pas l'apparence qu'ils ont, mais vraiment la personnalité, puis comment ils sont réellement à l'intérieur. Ou comme ça peut aller à l'histoire d'amour entre deux employés d'une même entreprise, finalement avec des sentiments qui ont été donnés sur un coup de tête lors d'une soirée, puis finalement qui a été pris au sérieux, puis tu vois que finalement genre ça peut marcher et que c'est très très cute. Puis notamment cette histoire là qui est divisée en 2 parties d'après ce que j'ai vu. Encore une fois, tu as une version vue par le narrateur, si on peut dire ça, puis une version vue par l'héroïne. Et c'est mieux que ça. Parce que moi je l'ai fini pour le coup. Alors vous avez une histoire, donc comme dit David, qui s'appelle L'homme doux. C'est ça, hein? Ouais. Oui, L'homme doux, qui est vu une première fois d'un point de vue général, on va dire d'un point de vue d'un narrateur extérieur. Puis ensuite on va retrouver 2 autres fois la même histoire, dessinée avec exactement les mêmes planches, mais on comprend ce qui se passe dans la tête d'elle et on comprend ce qui se passe dans la tête de lui. Et donc on voit l'histoire sous 3 points de vue différents. Fait que c'est pas mal cool parce que tu lis cette première histoire qui est au tout début du livre et puis tu te fais une idée de ce qui s'est passé dans la tête des personnages et puis finalement tu avances dans le livre, t'as oublié l'histoire, t'es passé à autre chose parce que les autres sont très différentes et là tu vas dans la tête de elle et tu te rends compte qu'en fait tu t'es complètement trompé, il s'est pas du tout passé ça et puis à la fin du livre tu retrouves son point de vue à elle. Encore absolument pas ce que tu avais imaginé. Fait que l'auteur arrive à te surprendre 3 fois dans le récit et ça c'est vraiment cool. Pour l'avoir vu 2 fois, c'est la 3e fois, c'est rajouté après. Ça me fait penser à Just Not Married. Oui, Just Not Married, bah oui. Pour le coup, on a 2 visions différentes, bon là on en a 3. Là, on a qui 3, fait que, dépendamment de comment l'histoire est racontée, selon la même situation en fait, c'est des histoires différentes, dépendamment du point de vue, que c'est vachement intéressant. Pour le coup, c'est assez original. Oui, et que moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est la variété des histoires. Donc on commence donc effectivement avec Retsuko le monstre qui est une jeune fille qui a une face de monstre qui en fait est un monstre mais qui veut s'intégrer à la société, donc tout ce côté de l'école, la différence et ça parle beaucoup de la discrimination positive. Super intéressant. Ensuite, tu as cette petite histoire d'amour. Tu as une histoire d'amour, comme tu disais, plus mature avec les employés de bureau. Tu as une relation familiale entre une nièce et son oncle. Tu as une histoire avec une fille complètement paumée qui va se faire comme ramasser, qui fait du pouce sur la route, qui va se ramasser avec comme des plans sur juste la nuit qui défile
dans la voiture. Fait que c'est comme super sombre comme histoire. T'as une histoire hommage à Doraemon. Parce que l'auteur a grandi évidemment avec Doraemon. C'est un personnage, pour ceux qui ne sauraient pas qui est Doraemon, c'est ce petit personnage qu'on voit ici, ce chat, ce qui est le chat robot du futur. C'est un personnage qui a été inventé dans les années 60 par Pico et qui dure encore aujourd'hui en fait. C'est une série qui, depuis les années 60, continue et qui est encore extrêmement adulée. Fait que lui, il a fait une histoire hommage à Doraemon. Et il y a un truc qui est très cool, c'est une dystopie sur la vieillesse en fait, que j'ai adoré, où on est dans un Japon futur, mais futur proche, et où le problème de vieillissement de la population est devenu vraiment problématique et le gouvernement est sur le bord de s'effondrer financièrement. Et donc on décide de retirer leurs droits de l'homme fondamentaux aux gens de plus de 80 ans et de leur redonner que s'ils réussissent un examen. Et c'est comme une dystopie super bien montée, c'est vraiment cruel et intense, c'est vraiment excellent. Et puis après tu as une petite histoire qui s'appelle, alors très étrange, qui s'appelle Le parfum de l'été tue 2 fois les Magical Girls. Donc très intriguant. Puis j'ai lu ça, j'ai rien compris. Mais alors rien. Et alors à la fin du livre, vous avez l'auteur qui va commenter toutes les petites histoires. Juste, voilà, dernière page du livre, un petit commentaire de l'auteur sur toutes ces histoires. Et ce qu'il dit, tenez-vous bien sur cette histoire dont je n'ai rien compris, c'est... au moment où j'écris cette postface, je n'ai sous les yeux que les planches sans les dialogues et je ne me souviens plus très bien de quoi parle ce manga. Et donc il dit, en gros, je comprends rien. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Et là c'est comme, ah ouais, si l'auteur lui-même il a pas compris, comment tu veux que moi je comprenne quelque chose. Bref, c'est un très très beau recueil, vraiment varié. Aussi également une des histoires qui est le scénario pilote de Dead Demon. De Dead Demon, oui, tout à fait. Donc on retrouve plein de trucs intéressants et on retrouve même des hommages à Bonne Mi Poon Poon avec les petits oiseaux bizarres qui sont représentés dans Bonne Mi Poon Poon. Donc ouais, très très chouette anthologie de Inyo Asano et on vous rappelle qu'on avait Un Monde Formidable qui était son œuvre de jeunesse qui était sortie, qu'on vous a présenté la semaine dernière. Voilà. Michael veut qu'on lui mette quelque chose de côté. Le recueil, sais-tu juste nous repréciser, Michael, si c'est bien celui de Inyo Asano que tu veux, il n'y aura pas de problème. Et Mathieu nous dit, on dirait que ça parle de situations qui se produisent fréquemment avec des personnes timides qui n'ont pas osé foncer, ça m'intrigue. Je me sens interpellée. J'ai oublié le titre qui commence par You. Ah, You My Baby, Mathieu, c'était celui-ci. Et on continue. Allez. Je vais te laisser lire parce que je ne l'ai pas lu malheureusement. Oui, alors c'est Le Petit Chaperon Rouge et les 5 sorts. C'est un livre pour les enfants qui est par contre dessiné de façon absolument grandiose. C'est un auteur qui reprend tous les contes de Grimm en ce moment, puis qui retravaille les scénarios pour en faire quelque chose de beaucoup plus... pour en faire quelque chose de beaucoup plus... travaillé, puis un peu plus mature, un peu différent, un peu plus japonais aussi dans l'approche. Et donc là, on reprend vraiment le concept de base du chaperon rouge, mais on y inclut un loup qui va être très très différent du chaperon habituel, un chaperon qui va être très différent aussi, et des personnages qui ne font pas partie de l'histoire originale. Et donc ça donne un espèce de manga psychologique pour les enfants, si vous voulez. Donc il y a comme tout un univers psychologique assez intense, mais en même temps c'est une histoire qui est accessible vraiment tout public. Et comme je vous disais, c'est vraiment super beau au niveau des dessins. Voilà à quoi ça ressemble sur la première page qui est colorisée. Puis sinon, voilà. C'est très très beau, c'est très détaillé. L'auteur a déjà refait La Reine des Neiges dans ce style-là, puis il a refait un autre, je sais plus lequel. C'est vrai qu'il va être en 3 volumes, mais c'est 3 one-shot en fait. Ouais, oui. C'est plus une collection finalement en 3 volumes. Oui, tout à fait. Fait que, comme vous voyez, le dessin est absolument magnifique. Fait que c'est une belle façon de se replonger un peu dans les contes et de les redécouvrir, mais façon manga. J'ai vraiment adoré, puis comme je vous dis, surtout au niveau des graphismes. Le dessin a l'air vraiment cool. Voilà. Ensuite. Cool. Écoute, on va y aller avec la collection pour les nuls.
Donc j'aime vraiment beaucoup. C'est qu'on a reçu deux livres en fait. Un pour dessiner le manga qui est dans la collection pour les noms pour le coup. Qui vous explique comment dessiner le manga, quelles sont les étapes, étape par étape en fait au niveau du code, des vêtements et tout ça. Et on a le petit guide pour apprendre le japonais, qui est un petit guide que j'ai feuilleté vite vite que je voulais lire, qui en fait, je sais pas si on voit bien le voir, mais sur la couverture il y a plusieurs couleurs, puis chaque couleur en fait va correspondre à une situation donnée en fait. Il y a un thème, par exemple la première ça va être sur la présentation de base, la deuxième c'est au restaurant, le troisième c'est à telle place, ce qui fait que une fois que vous aurez lu en fait, le truc au complet, vous allez quand même avoir une certaine base en fait de grammaire, de conjugation, de mise en situation en fait, aussi des expressions qui vont vous servir en fait pour tous les voyages. Cool. C'est un truc qu'ils avaient déjà fait à l'époque avec en gros format comme l'autre. Mais ce qui est cool pour le voyage, c'est que ce petit format-là, tu peux l'emmener avec toi. C'est pratique. C'est la version pour laquelle tu peux réviser comme ça si jamais tu te rappelles plus. C'est pas pire. C'est très bien construit en soi. Donc vous connaissez tous bien sûr la collection, fait qu'on vous la présente pas plus que ça, mais voilà, c'est des rééditions. Parlons partir au Japon. Continuons. Ce magnifique livre, oui, qui est un récit de voyage en fait d'une auteure, donc Amia, qui est une espagnole qui est allée au Japon suite à ça a présenté un projet pour aller au Japon, et son projet ça a été de mettre sous écrit en fait tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle vit en fait. Donc c'est divisé de deux façons différentes parce qu'elle a pas tout fait, elle a pas pu tout faire sur place, et qu'il y a des trucs qui ont été datés lors de son voyage, puis ça elle est retournée pour faire d'autres choses, puis finalement ça s'est lancé sur le concept d'un livre tout simplement, et la façon dont... Qu'est-ce que c'est que ce personnage bizarre? c'est le détective Fess. Fait qu'en gros, tiens, je sais pas. Oh, oui, bien sûr. Mais c'est ça, c'est tout. C'est un livre qui est vraiment très simpliste en soi, mais vraiment très beau. Parce que presque tout est dessiné à la main. T'as aucune illustration qui a été faite. C'est comme en fait tous les petites bizarreries, les trucs étranges qu'elle a vus. C'est des trucs qui sortent, c'est sûrement ce choc de culture, puis la culture qu'elle a appris, puis les choses qu'elle a découvertes, notamment l'utilisation d'un Daruma en fait. Comment ça fonctionnait, puis tout ça, de la façon dont elle en a fait un. Le fameux Daruma est ici. Ouais, voilà. Quand elle en a fait un, puis elle s'est lancée comme projet de lancer son livre. Puis là, elle confie dans le livre que justement, une fois que le livre sera terminé, elle pourra peindre le deuxième œil qui dira que le projet est arrivé à son terme et qu'elle peut réussir à faire son. C'est très cool, j'adore ce genre de livre. C'est souvent que c'est des auto-éditions parce qu'il n'y a aucun éditeur qui veut se lancer dans un truc aussi pointu. Mais là, on a la chance que ce soit un éditeur vraiment chevronné qui ait fait ça. Puis la réalisation est super bien faite, vraiment. J'aime vraiment beaucoup les dessins. T'as plusieurs styles différents. T'as des styles vraiment qui a l'air vraiment plus enfantin. Elle parle de bouffe. Elle parle d'architecture. Il y a de la bouffe là. Qui donne extrêmement faim, mais bon. Elle parle de la fameuse crotte dorée au Japon, qui est un symbole. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, le bâtiment avec une espèce de. C'est censé représenter une flamme en fait. Ah, la flamme, oui. Oui, mais tous les Japonais l'appellent la crotte dorée en fait. Parce que ça ressemble à une crotte. Puis qu'au Japon, le caca en fait, ça porte. Ah, d'accord. Fait que t'as toute une. Quand c'est de chien ou. De tout en fait. Tout. Puis c'est de là entre autres vient le fameux caca de Harale, c'est qu'elle tient sur un bâton et tout ça. Puis il y a un livre. Ah mon dieu, je savais pas ça. Qui tu sais, pour apprendre en fait aux jeunes japonais, qui est, je pense que c'est le 3e livre le plus vendu au niveau de l'apprentissage. Puis c'est un livre qui parle uniquement de crotte, pour permettre aux enfants d'apprendre des kanji en fait. Puis une fois qu'ils ont terminé le bouquin, les enfants ont appris plus de 1000 kanji différents. Pour dire crotte. Autour du truc. Et que c'est la thématique en fait. Puis, non, c'est très très cool. Je savais pas. Il y a plein de choses qui m'intéressent, puis que je vais aller voir pour vérifier. Puis, Bon, bah encore une autre bizarrerie des Japonais, mais on n'a pas à juger. C'est une différence culturelle. C'est juste weird quand on apprend ça. Puis tu as parlé que le bâtiment à côté ressemblait à une shop de bière. Okay. Et que le fait que, dépendamment du moment de la journée, en fait, les vitres se teintent en doré. Oh wow. Et que le top en fait il reste blanc pour faire, tu sais, genre comme vraiment la bière avec sa mousse. Excellent. C'est génial. Voilà, fait que ça s'appelle Wabi Sabi, un voyage au Japon. Qui est magnifique. Exact.
Et nous continuons. Et là avec lui, qui j'ai pas eu le temps de lire parce que je l'ai pas vu rentrer, mais c'est un des seuls yaoi que j'ai lu. Oui, je te l'avais conseillé parce que c'est mon préféré. Très très cool. Je vais te laisser en parler. Oui, bien sûr. Alors donc c'est Ikomen After, la série originale, puis là c'est le Ikomen After Plus A. Donc c'est une petite suite en fait. Où on retrouve nos deux personnages principaux. Donc l'histoire de base d'Ikomen After, c'est deux papas qui sont un veuf, l'autre divorcé, deux femmes, et qui ont chacun un enfant qui va au CPE. Et leurs enfants vont dans le même CPE, ce qui fait qu'ils se voient tous les matins. Puis leurs enfants sont très amis, donc ils vont se rencontrer grâce à ça. Puis ils vont progressivement tomber amoureux, puis essayer en fait de fonder une nouvelle famille homosexuelle. Et donc, ça c'est l'histoire de base de Ikomen After. Et donc ici, on retrouve nos deux personnages. C'est comme pas une suite, c'est comme un peu inséré dans le temps, comme si c'était une aparté dans la série principale. Mais non pas, ça se passe après. Et on les voit en fait à un moment de leur vie où ils commencent à essayer de vivre ensemble, mais ils sont pas ils sont pas officiellement ensemble. Fait que là, ils essayent de fonder leur famille comme ça, puis d'élever leurs enfants, d'être super attentionnés avec leurs enfants et en même temps d'avoir une vie de couple. Et l'un d'eux va en fait décrocher un poste comme acteur. Et il va à ce moment-là être suivi par un paparazzi qui va le photographier en train de tenir la main à son chum, je crois, quelque chose comme ça. Et donc ça va comme déclencher toute une série d'interrogations, déjà de tollé dans la presse parce qu'on ne savait pas que cet acteur était gay. Donc ça fait presse à scandale, etc. Et bien sûr ça lui pose plein de questionnements dans son couple, malheureusement. Ça vient un petit peu l'atteindre dans son intimité. Donc c'est un peu l'histoire de ça. Le seul truc que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est que ils sont déjà ensemble, ils habitent ensemble, puis ils continuent à se vouvoyer et à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a un des personnages qui ne connaît pas le prénom de l'autre. Et c'est comme, je sais qu'on est au Japon, puis je sais qu'on continue à s'appeler par son nom de famille pendant très longtemps, mais là quand même, je veux dire, t'élèves tes enfants ensemble, mais tu connais pas le prénom de ton chum. C'est quand même un peu étrange. Mais à part ce petit point de détail, j'ai trouvé ça très très cute. C'est pas une série qui est forcément remarquable au niveau des dessins par exemple, mais l'histoire est très intéressante, puis elle est exemplaire, parce que c'est pas souvent qu'on voit des yaoi qui sont basés sur les problèmes familiaux en fait. Fait que je trouve ça super intéressant. Voilà. Et puis, c'est ça. Est-ce que c'était un one-shot du coup Oui, c'est un one-shot, exactement. Et en fait, c'est considéré comme le 3e et dernier volume de la série, donc a priori, il n'y aurait pas d'autre histoire qui va venir derrière. Voilà, donc c'est Ikomen After Plus A. Cool, on va terminer sur du shonen. On vous a gardé le meilleur pour la fin. Ou pas, je sais pas. Oui. Oh, c'est un petit oui. Oh. Ça va être très compliqué de l'expliquer sans spoiler. Sans spoiler. Alors voilà, spoiler alerte. On va présenter la série juste pour que vous sachiez de quoi parle le spoiler, mais après, ceux qui... voilà. En gros, c'est important de spécifier que ils ont sorti une réédition de Shaman King ici pour les 20 ans de la série. Donc le premier et le dernier volume sont sortis. Puis pour lire Shaman King Flower, qui va être ce qu'on va vous présenter, il faut avoir lu le dernier tome qui est la première fois dans le fond que la fin est éditée en français. Donc Kana a fait le petit geste justement de sortir le premier et le dernier tome pour ne pas que les fans aient à attendre. Et à attendre la suite, puis puissent connaître la fin qu'ils attendent depuis tant d'années. 12 ans, exactement. Et puis effectivement, la nouvelle série, donc c'est une autre série qui vient de sortir, c'est Shaman King Flowers. Donc là, à partir de là, spoiler alert. Ouais, on va quand même essayer de pas trop spoiler. Mais donc c'est ça, là en fait dans ce livre-là, puis il va y avoir aussi un prochain normalement qui est programmé, qui font partie en fait des deux spin-offs que l'auteur avait programmé de faire une fois qu'il avait fini Shaman King. Les fans ont poussé l'auteur à réécrire Shaman King, puis il était tellement retourné dedans, puis dans son univers, qu'il a décidé de faire deux spin-offs. Donc celui-ci qui va être en 6 tomes, qui va se passer vraiment plusieurs années, je pense plus de 10 ans après la fin, où on va suivre en fait le fils de Yo, tout simplement. De quelqu'un d'autre qu'on ne dira pas qui c'est. On le sait depuis le début. Ouais, c'est sûr. Ok, je sais plus. Je préférerais pas qu'on dise. On va éviter juste dans le. Mais ça, on va suivre l'histoire de Yo, fait que tous les événements liés au Shaman King, puis à l'événement qui était lié à ça.
doivent attendre 500 ans avant de pouvoir se refaire. En fait, c'est ainsi que tous les 500 ans, il y a un nouveau Shaman Fight qui se crée. Donc dans le fond, ce passage se passe pendant... Non, j'ai tué mon un truc qu'il fallait pas. Non. Mais j'essaie de trouver mes mots. Ok, ce passage-là se passe à un moment qui n'aurait pas dû être là. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais l'histoire va se centrer sur un personnage qui est vraiment important dans la fin du manga, je ne vous dirai pas qui évidemment. Puis il va être en lien assez proche en fait du héros. Puis forcément on va voir les descendants de tous les personnages qu'on a retrouvés dans Shaman King pour le coup. Je vous dis pas qui est avec qui a fait quoi et tout ça. Mais on va suivre le fils. Voilà. C'est assez brouillon, mais je veux pas vous spoiler. C'est un peu compliqué d'aller plus loin. Ce qui est bien, c'est que l'action démarre tout de suite. On est vraiment dedans facilement. Ouais, je pense pas que le prénom soit un spoil pour le coup. Non. C'est ça, parce que c'est Shaman King Flowers. Alors quand c'est arrivé, je me suis demandé pourquoi Flowers. Tout simplement, le fils de Yo s'appelle Hana, et Hana en japonais ça veut dire fleur. Donc peut-être qu'il y aura d'autres liens, mais dans un premier temps, le premier lien qu'on peut voir c'est ça. Ce qu'on peut noter aussi, c'est l'évolution dans les dessins. C'est très très différent de ce qu'on peut retrouver dans la série originale de Shaman King. Vous l'avez vu un petit peu, je vous ai montré les... Là, je vais cacher les bulles pour celui-ci. Voilà. Juste pour éviter le spoil par le dessin, ce serait plate. Même si en fait vous le voyez à l'envers, fait que vous pouvez pas lire. Donc vous voyez qu'au niveau du dessin c'est quand même très différent. Moi j'ai bien aimé cette modernisation du dessin. J'ai trouvé ça quand même bien que l'auteur ait su se réinventer à ce niveau-là, parce que sinon ça aurait peut-être pu être comme un peu rébarbarant. Ouais, rébarbatif pour tout le monde. Par contre, ce que j'aurais à déplorer sur le dessin, c'est l'absence de décor. C'est qu'il y a beaucoup d'arrière-plan vide, et on sent que ça a quand même été fait assez vite. Donc clairement, Shaman King à l'époque était dessiné à la main. Là clairement on est sur un dessin à l'ordinateur. Pourquoi pas, c'est vraiment pas gênant. Vraiment une belle des traits qui est intéressante. Mais au niveau des arrière-plans, des décors, je trouve que... Beaucoup de blanc quand même. Ouais, je trouve qu'ils auraient pu aller un petit peu plus loin, puis mettre un petit peu plus d'effort là-dessus. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est dessiné par l'auteur original, hein, on est d'accord. Oui, scénarisé, dessiné. Mais c'est bien dessiné. Ouais. C'est important qu'on ait vraiment lu la série principale avant, parce que tu as plein de concepts de techniques qui reviennent, qui sont pas forcément réexpliqués, parce que l'auteur prend pour acquis que on les connaît, puis plus on avance en fait, plus le héros va devenir fort en fait, puis la génération d'après est plus forte que la génération d'avant. C'est très shonen en soi. C'est très shonen. Fait qu'il prend pour acquis que tout ce qu'on a déjà vu dans Shaman King, il n'y a pas besoin de réexpliquer. Et que lisez Shaman King avant ou regardez Shaman King. C'est ça, exactement. Ou souvenez-vous de Shaman King. C'est ça. C'est beaucoup mieux si vous voulez commencer Flower. Yes. Et ben voilà, ça fait pas mal le tour de nos séries. Ça s'est un petit peu calmé au niveau des séries cette semaine. Je pense que la semaine prochaine, on va reprendre avec une belle grosse vague. Pour tous ceux qui ne sauraient pas, on a enfin eu une vraie date de sortie pour My Hero Academia 23, qui sortira le 2 juillet, donc quelques jours peut-être après, parce que le temps qu'on le reçoive en librairie, puis tout. Mais donc pour ceux qui l'attendent avec impatience, ça s'en vient. Puis pour terminer, peut-être de préféré. Enfin, notre préféré à chacun. Oh là là. Comment faire? Oh là C'est là. toujours le déchirement. Le préféré ou les deux préférés? Non, le préféré. Il faut choisir. Alors moi je vais vous dire le mien, ça a été lui. Gros coup de cœur sur Inyo Asano. La semaine dernière je vous ai dit que j'étais pas grande fan de Inyo Asano, même si je reconnais que son travail est formidable, mais c'était pas forcément dans mon style. Et ben là j'ai capoté, c'est juste vraiment cool. Cette espèce d'alternance entre des histoires très très différentes, cette faculté qu'il a de faire rentrer dans la tête de ses personnages, vraiment une très très belle l'anthologie. Bon, pour le coup, j'irais vraiment avec Wabi Sabi. Très cool. C'est un récit de voyage qui t'apprend vraiment à la rigolade, ou comme c'est vraiment un choc culturel, non seulement pour le lecteur, mais aussi pour l'auteur. Puis les dessins. Les dessins sont beaux. Je vais vous montrer encore une partie. Le côté du détective fesse, ça m'a tué. On dirait le personnage de Gerexis, tu sais, avec sa tête de pêche. Ah oui, non mais... Ce personnage. Mais avec son petit japon à la Tezuka. C'est extraordinaire. Pour moi, le livre m'a vraiment plu. Puis j'ai appris des choses, mine de rien. Fait que non, c'est ça, c'est comme je rentre ce soir, cool. puis je check ça.
Parfait, fait que c'est ça qui conclut notre live nouveauté d'aujourd'hui. On se retrouve dimanche, comme d'habitude, à midi pour un nouveau live. Et puis n'oubliez pas, en juillet, on continue, mais on décale nos lives à 18h30 plutôt que 18h parce qu'on nous a mentionné que c'était un petit peu tôt pour les gens qui finissent le travail et tout ça. Fait que vous pourrez nous écouter en soupant. C'est ça qui est fantastique. Ouais. Fait que merci beaucoup à tout le monde et à bientôt. Bye bye là.